Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, les clients de Dame Justice. En cette période de campagne préélectorale au Bénin, l'opposition traditionnelle, la Patrice Talon, en compterait dans son rang un certain nombre. En tête de peloton de la très peu enviable place, dit-on, le parti Les Démocrates, qui récemment aura vu sa candidate disqualifiée pour la présidentielle d'avril, interpellée dans une rocambolesque affaire de meurtre programmé. De s'en suivre tout un tollé de polémiques, en tout cas qui n'en finit pas. Vague d'arrestations d'opposants à Patrice Talon. Doit-on s'en inquiéter? Tel est, mesdames, messieurs, le sujet en débat ce jour. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Gildas Abouton, il est analyste politique. Gildas Abouton, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Yetongi. Bonjour, chers téléspectateurs de Sika TV. Et vous répondez à leur façon. Merci pour la disponibilité. En face de vous, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, Georges Anagono, socio-anthropologue. Il est apparenté BR. Georges Anagono, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs et surtout ceux qui restent très actifs sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai souvent du plaisir à aller lire les commentaires sur chaque émission et Dieu seul sait qu'il y en a souvent très nombreux. Et je dis pourquoi pas, et chacun veut apporter sa contribution pour la construction de son pays. Et donc, nous arrivons ici pour dire ce que nous pensons et donner les explications que nous, on pense être juste. Et les internautes aussi font leur rôle, jouent leur rôle en suivant déjà l'émission que nous faisons et après en faisant les commentaires qu'ils ont l'habitude, qu'ils ont le temps de faire. C'est tout à fait normal, c'est de la démocratie et chacun, le pays appartenant à nous tous. Moi, j'encourage toujours les gens. Seulement, il faut effectivement aussi essayer d'être objectif. Et ça, c'est le devoir le plus c'est le travail le plus difficile lorsqu'on est un leader d'opinion. Merci à vous, monsieur Georges Anagono, une fois encore, chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité et nos gratitudes à tous ceux-là qui nous accompagnent, les téléspectateurs, les internautes, on aura de cesse de le dire. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, en tout cas, notre tâche au quotidien n'aura pas de raison d'être sans tout cela. Nos reconnaissances renouvelées. Alors, mesdames, messieurs, vague d'arrestations, mesdames, messieurs, c'est un fait. Ils sont nombreux à prendre ce qui, dans un contexte donné, devrait être considéré comme l'anormal pour une anomalie. Je vais me retourner vers le socio-anthropologue qui essaiera de conceptualiser ce que le Bénin vit actuellement, tout en y apportant le grain politique. Car c'est désormais la réalité. Le Bénin est en période de campagne préélectorale, même si elle n'a pas encore commencé, ça bat son plein et chacun y va à sa façon. Monsieur Georges Anagono, comment vivez-vous cette période et spécifiquement ce qui nous unit aujourd'hui, ces arrestations que d'aucuns décrient? Merci beaucoup. Vous savez, dans un État, chacun a son rôle. Dans un État, chacun a son rôle. Et celui qui détient le rôle de la sécurisation, du maintien de la paix dans notre pays et dans chaque État, ce sont les gouvernants. C'est eux qui ont la gouvernance, c'est eux qui décident. C'est eux qui prennent toutes les mesures possibles. J'ai souvent dit, vous savez, lorsqu'il y a des émeutes et que peut-être des gens tuent, on a tiré sur des gens, il y a des dégâts et tout, c'est rarement que ce soit un chef d'État lui-même qui descende pour poser ces actes-là. Mais qui est-ce qui doit être devant la Cour pénale internationale? C'est lui après. Parce qu'il détient la responsabilité de tout ça. Moi, si tout ce qui se passe en ce temps-ci, des gens qui sont inquiétés,
si c'est des gens qui eux-mêmes déjà inquiètent la nation. Vous savez, beaucoup de choses se disent. Moi, j'ai entendu des gens dire, malgré que ils ont été disqualifiés par la Cour constitutionnelle, des gens continuent de dire, il n'y aura pas ces élections-là sans nous. Lorsque vous dites ça, lorsqu'on entend de ces cris de vote, c'est des groupes de gens qui le disent, il est de la responsabilité de ceux qui assurent la sécurité dans notre pays, de tout faire pour que tout se passe dans la paix. Parce que nous sommes tous des Béninois. Et ce que les gens attendent de voir, j'ai été absent quelques semaines et je sais d'où j'étais, les appels que je recevais et tout. Et ça m'a même amené à retourner, à prendre des documents que j'avais utilisés parce que tout ce qui se passe aujourd'hui m'amène à une réflexion. Et ça, Montesquieu l'avait signalé déjà avec la démocratie, pour dire la démocratie, c'est le système qui permettra un partage équitable de la richesse nationale dans un pays. C'est ce système qui verra que chacun aura ce qu'il lui faudra pour pouvoir vivre. Et donc, une démocratie qui ne nourrit pas son homme, est-ce que cette démocratie-là est appelée à perdurer? Ou bien la démocratie doit toujours tout faire pour que une démocratie, un développement puisse aller de pair. La paix dans le pays, moi j'ai entendu des trucs ces derniers temps. J'ai entendu des propos ces derniers temps. Monsieur Anangono, tout ça en lien avec les arrestations auxquelles on assiste. C'est ce que je vous dis. Si l'État pense qui est le garant de la sécurité, de la paix dans notre pays, si l'État pense qu'il y a des gens qui sont en train de menacer cette paix-là, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Et le principe de précaution voudrait dire que lorsque vous voyez un danger venir, vous puissiez prendre les dispositions pour arrêter le danger. Maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce que ceux qui sont inquiétés sont réellement des menaces pour la paix dans notre pays. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de vous poser cette question, ceux qui sont inquiétés? Oui. Moi, j'ai suivi dans la semaine qui est passée les différentes sorties. J'ai suivi d'abord une sortie qui a eu lieu à Porto-Novo, d'accord? Et une sortie animée par les gens, c'est ce que j'ai compris, qui étaient recalés par la Cour constitutionnelle pour les élections. Et ça, on pourra revenir là-dessus aussi, parce que ce n'est pas pour la première fois que la Cour constitutionnelle recale des gens ou que la Sénat recale des gens par rapport à la candidature aux élections présidentielles. Ce n'est pas la première fois. Ce qui se passe cette fois-ci et qui est différent, c'est que les autres fois, lorsque vous êtes recalés, ceux qui étaient recalés se rangent tranquillement pour se dire peut-être les autres fois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous observons. Ceux qui sont recalés estiment qu'ils sont encore dans la course et avec leurs troupes à eux. Et pendant ce temps, il y a des choses qui se disent, il y a des déclarations qui se font et ça ne devait pas laisser indifférents les responsables de notre pays. Ils font ça, ce serait du lacisme. Vous savez ce qui s'est passé en 2000, en mai et avril par là, ce qui est arrivé dans ce pays-là, il y en a qui... Vous parlez de 2019 2019, il y en a, non, même aux élections, oui, après les élections législatives, il y en a qui ont accusé le lacisme de l'État. On y revient parce que vous avez sorti suffisamment d'éléments qui méritent des arrêts. Mais en attendant, oui, M. Gildas Sabouton, ces vagues d'arrestations et les inquiétudes manifestées par certains compatriotes, cela s'explique-t-il? Comme vous le dites, vous l'avez qualifié, l'affaire où tout ce que nous vivons ces temps-ci comme de rocambolesques affaires. Et c'est à juste titre, d'ailleurs. Parce que, en tant que citoyen, on se pose beaucoup de questions. Et c'est normal que ça inquiète. Pour, je vais dire, et 3 raisons. La première raison, c'est que depuis 90, depuis l'historique conférence et des forces vives pour la nation, nous avons organisé plusieurs élections. Mais jamais nous n'avons vécu de pareilles situations.
Il y a eu des présidents de par le passé. Il y a eu des oppositions, j'allais dire des partis politiques qui sont organisés en opposition contre des régimes avec des positions, j'allais dire des expressions, des positions tellement fortes. Mais jamais, on n'a jamais vu un régime aller de main forte contre les opposants jusqu'à aller à des arrestations. Donc, notre modèle démocratique aujourd'hui est mis à l'épreuve. Et ça interpelle chaque citoyen béninois de façon, en tout cas, ça nous interpelle de façon individuelle et collective. Monsieur Abouton, vous dites ça interpelle de façon individuelle et collective. Vous voulez dire que la situation actuelle, ce n'est pas la chose que des seuls politiques? Pas que des seuls politiques. Parce que aujourd'hui, écoutez, des gens sont arrêtés, même si, et peut-être pour certains, parce que je ne suis pas procureur de la République, hein, je ne suis pas procureur spécial, et je ne suis ni police, en tout cas, un agent de la police républicaine. Il se peut peut-être qu'il y ait des gens qui soient comme, certains, elles le disent, dans des actions de manière peut-être à mettre en mal l'ordre public. C'est possible. Mais de façon générale, quand on observe, on se rend compte que tout ce qui est en train d'être fait, ça a quand même l'aide d'arrestation arbitraire. Et c'est ça ce qui est intéressant, parce que si aujourd'hui, c'est les membres, les partisans du parti, les démocrates qui sont arrêtés, on ne sait pas demain ce qui adviendra peut-être pour ceux du Front pour la restauration de la démocratie. On ne sait pas ce qui arrivera encore demain pour de simples citoyens comme nous qui voudront quand même que notre pays reste sur la voie qui est tracée avec la conférence nationale des forces de modération, à savoir que le Bénin est un État démocratique et doit rester un État démocratique. Donc le modèle est respecté et admiré de par le monde entier. Donc quand on parle aujourd'hui, c'est la démocratie béninoise qui est notre fierté, c'est l'état de droit qui est en tout cas une quête permanente et pour laquelle chacun de nous doit travailler, aussi bien le président de la République que les citoyens. Donc c'est par rapport à tout ça qu'en tant que citoyen, on doit être inquiet par rapport à la situation. Donc je disais que la première situation, en tout cas la première raison pour laquelle on doit s'inquiéter, c'est parce que notre modèle démocratique aujourd'hui est mis à l'épreuve, avec tout ce qu'on observe. Parce que jamais, en de pareilles circonstances, on n'a jamais vu des situations du genre. Vous n'avez jamais vu. Et comme Anagono, vous dites jamais, oui. je vais partir sur un jamais de M. Anagono. Vous avez dit tout à l'heure, on a plusieurs fois, pour plus d'une élection, recalé des candidats. Jamais on en a vu protester comme ceux qui protestent actuellement. Dites, ceux qui le font aujourd'hui, qu'est-ce qui, d'après vous, motive leur comportement, de la pagaille, de la désobéissance? Comment vous l'appréciez? Moi, effectivement, j'essaie de mesurer ce que je dis. Je ne dis pas que les gens font de la pagaille. Il y a la procédure pour les élections qui a été enclenchée, mais fixée par la loi. La loi qui est celle d'aujourd'hui. Vous savez que sur ce plateau, j'ai toujours dit, nous avons un problème dans ce pays. C'est qu'il y en a qui refusent la Constitution modifiée de 2019. Ils estiment qu'on ne doit jamais toucher à la Constitution de 90 et que, pour eux, la société, elle est immuable. C'est faux. Non, pas exactement. Alors, d'accord. Ceux qui ont dit ça, ils ont tenu un certain nombre d'arguments. Non, j'avais déjà dit que lorsque nous avons fini ce débat procédural et que la Cour est arrivée à retenir ceux qui doivent aller aux élections. Non, c'est à ce niveau qu'il faut s'arrêter. Lorsque la Cour a retenu ceux qui doivent aller aux élections, d'accord? À partir de ce moment-là, la procédure est terminée. Mais est-ce qu'en le faisant... Cette querelle procédurale, elle est terminée parce que... Monsieur Anagono, justement... Sinon, on ne finira jamais. À ce sujet, vous l'avez dit, mais ceux qui brandissent toujours cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comme ce qu'ils ont fait récemment à l'issue de leur sortie, est-ce qu'ils ont aussi tort de le faire? Ouais, au fait, c'est... Si vous m'amenez à aller sur ce terrain... Non, je vous amène... la question que vous posez... On s'est rendu compte que le Front, dans sa dernière sortie, a brandi encore cet argument. Monsieur Joël Etonji, n'ayez pas peur de mes réponses. Non, du tout pas. Moi, je rapporte les contextes. Alors donc, je viens... Des gens, dans le rang tour des opposants,
Moi, j'ai entendu sur les réseaux ces temps-ci pour dire, mais vous contestez la loi. Vous contestez la loi. Et la Cour africaine des droits de l'homme a demandé, sorti une décision pour dire, ne les respectez pas. Et vous êtes engagé quand même pour aller les respecter. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Il faut les faire jusqu'au bout. Si vous avez décidé de respecter, allez jusqu'au bout. Maintenant, si vous avez décidé de ne pas respecter, ne respectez pas. Parce que ça fait beaucoup de choses. Et le débat reste à faire peut-être. Dans ce pays, on a dit, moi, je ne vais pas respecter le parrainage. Nous allons casser, détruire le parrainage. D'accord? On a dit ça. Et que au lendemain, on nous a dit non, on a envoyé de courrier pour demander le parrainage. D'accord? Ça fait une contradiction. Ça fait un cafouillage un peu autour de la chose. Or, celui qui a le pouvoir, vous regarde et vous surveille. Et moi, je dis souvent, lorsqu'on est dans l'opposition, il faut être très fin et éviter certaines erreurs. Il y a eu ce cafouillage-là qui fait que moi, j'ai déjà fini mon débat à ce niveau pour dire, pour ce qui concerne le parrainage et les opposants, et les mouvanciers, chacun a fait ses erreurs, et chacun doit faire face à ses responsabilités aujourd'hui. Et le débat, il est terminé. Alors, comment expliquez-vous leur posture actuelle? Oui, il n'y a que eux. Et puis, voilà, lorsque vous n'êtes pas retenu pour quelque chose, et vous dites, j'irai quand même, vous êtes en train de vous agir quoi? Vous êtes en train d'envisager la force. Il faut se dire la vérité. Quand vous dites, ils m'ont dit de ne pas venir, mais j'irai quand même. C'est que vous dites, je vais aller forcer les barrières. Quand c'est comme ça, quelle est la responsabilité d'un État? Quelle est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent? Dites-nous, quelle est la... Leur responsabilité, c'est de rester vigilant pour que ça ne dégénère pas. Et je suis en train de dire ici, la présomption d'innocence a de valeur pour tout le monde. Alors, la vigilance est-elle synonyme actuellement des arrestations telles elles se font? Celui qui vous soupçonnez, vous supposez, c'est l'État, c'est la justice. Mais il arrive toujours aussi qu'avec les jeux de la justice, des débats et tout, on arrive à dire le contraire de ce que le procureur a dit. Le procureur est dans son rôle lorsqu'il accuse, mais les avocats viennent pour parfois démonter tout ce qu'il a dit. Et moi, c'est ce que j'attends. J'ai dit effectivement pour ce dossier-là, il faut qu'on aille très vite. Et M. Djemba l'a dit. Il faut, le Djemba qui est candidat l'a dit, il faut aller très vite pour clarifier les choses. Lorsque vous serez convaincu que vous avez fauté, eh bien, une fois encore, j'appellerai les gens à se calmer et à respecter la loi. C'est ça. Mais ce qui est de la responsabilité de ceux qui assurent la sécurité d'un État, ça se passe partout. Vous savez quand est-ce qu'on acclame dans les pays pour dire on a déjoué les attentats, on a déjoué des terroristes. Vous savez quand est-ce que ça se passe? On ne les laisse pas passer à l'acte. Hein. On les surveille. Et lorsqu'on a un certain nombre de propos, on pondit sur eux et on dit, on a déjoué l'acte. C'est de la responsabilité de l'État. Maintenant, je ne dis pas que ceux qui sont arrêtés, ils sont forcément coupables. Mais à partir du moment où ils sont arrêtés, la procédure s'engage pour pouvoir démontrer leur innocence. Moi, je voudrais les supporter dans ça pour dire que ça doit être de l'urgence parce que des condamnations, je veux bien, à tort. Ils ne sont pas coupables, on les a arrêtés. Le procureur est venu dire, j'ai demandé quelque chose, je souhaite quelque chose et qu'il faut que ça se passe comme ça. Il y a une chose psychologique autour de la criette. Parce que c'est une charge psychologique autour de la criette, de la conception. Lorsqu'on dit la criette, vous voyez ce que ça fait dans la tête. Vous frissonnez, ça fait un peu peur. Et moi, je dis non. Je demande à la criette de se comporter comme une cour ordinaire pour ces dossiers-là, pour que les avocats aient librement la capacité de venir défendre leurs clients et qu'on puisse savoir qu'on n'a monté aucun coup contre personne, mais qu'il est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité et dans ça, on doit être proactif, contrôler les gens. Voilà. On suivra. Oui, vous avez suivi votre vis-à-vis. Avant, peut-être des éléments qui vous intéresseraient en termes de réaction. Alors, ceux qui continuent, alors qu'ils ont été éjectés, disqualifiés, de dire qu'ils doivent prendre au billet torbi part à la compétition, sont-ils en train de rendre service à la nation? Tout à fait. Jouer bon rôle. Et tout à fait. Ils sont dans leur rôle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans l'intervention de M. Anangonou, il y a plusieurs choses que j'ai relevées. D'abord, personne n'a dit que la Constitution, elle est immuable.
On sait très bien, on est tous d'accord que la Constitution doit être à l'image, elle doit être évolutive, elle doit être à l'image de la société. Mais la Constitution a posé les principes de sa révision. Je ne veux pas faire ce débat-là. Par exemple, écoutez, de toute façon, il y a eu des principes. Est-ce que ces principes ont été révisés, ont été respectés alors même quand le pouvoir a pris l'initiative, ou bien les députés ont pris l'initiative de réviser pour la Constitution? Non, et vous en convenez avec moi que, par exemple, quand on prend le principe concernant le consensus, il n'y a pas du tout d'accord, il n'y a pas du tout de consensus pour qu'on puisse dire que notre constitution a été révisée, donc que l'assentiment de tous les Béninois ou de toutes les composantes de la nation, donc que ça a été pris en compte. Ça fait un. Donc après, quand les gens ont dit nous ne sommes pas d'accord de la façon dont la révision a été révisée, mais maintenant, vous nous imposez que nous devons suivre ce qui est dans la révision pour aller aux élections. Nous, on va montrer notre bonne foi pour dire nous sommes prêts et nous voulons aller aux élections. Ils ont déposé leur dossier sans le parrainage, qui en temps a été... c'est pas la seule nouvelle mesure. De toute façon, c'est l'une des mesures. Le parrainage, c'est l'une des mesures qui a été insérée dans la Constitution. Voilà. Et qui, en réalité, est quoi? C'est juste une stratégie de confiscation du droit d'être candidat ou de se porter candidat dans son pays. Parce que quand on dit qu'il faut 160, qu'il y a 160 personnes, c'est-à-dire les élus qui doivent être parrainés, et donc il faut 32 par duo, ça veut dire que le pouvoir, ou du moins ses députés, ont pris sur la responsabilité de limiter le nombre de candidats pour les 11 millions de Béninois à 5 ans. Mais ce n'est pas possible dans quel pays nous sommes. Et nous disons que nous sommes dans une démocratie. Pas du tout, monsieur Anagounou. Ça, c'est des manières de fonctionner des monocraties. Et donc, on a vu que depuis un bon moment, que le régime qui est en place là a mis tout en œuvre pour instaurer cette démocratie. Pour maintenant, et nous y sommes, et que des gens, en tant que citoyens, disent nous voulons aller aux élections. Ils ont déposé leur dossier. À quoi avons-nous assisté? Le duo de la mouvance, à lui seul, a eu 118 parrainages sur les 160. Et vous voulez quoi? Et quand il fasse quoi? Maintenant, le droit de penser, le droit de dire politiquement, ça fait partie quand même des droits. Vous voulez dire qu'on doit les laisser parler? Écoutez, dire que j'ai le droit d'aller aux élections et que vous ne pouvez pas organiser ces élections sans moi, vous ne pouvez pas le faire sans moi, si c'est juste des dits et qu'il n'y a pas eu peut-être des actes qui ont été posés, pourquoi et vous voulez vous en prendre à moi? Donc, écoutez, même la Constitution elle-même, elle a prévu, lorsque à l'étape, par exemple, après que la Sénat est validée et que la Cour constitutionnelle est rendue pour sa décision, les candidats ont la possibilité, il y a plusieurs moyens dans la Constitution, ils ont eu la possibilité de saisir. Donc ça veut dire quoi? La revendication est même permise par la Constitution. Et cette revendication, autant on peut la faire de façon légale, c'est-à-dire juridiquement, en se portant devant la Cour constitutionnelle pour demander que la Cour par un recours, autant aussi de façon politique, dans l'opinion politique et dans l'animation de la vie politique, on peut faire des déclarations quitte à ne pas porter atteinte donc, à la sécurité et nationale. Et je le dis que si c'est seulement pour dire vous ne pouvez pas gagner ces élections sans l'opposition, ils n'ont rien dit de grave. Ça se dit dans toutes les démocraties. Ça se dit en France, ça se dit au Sénégal, ça se dit même à côté de nous. Donc, ils ont... Et quel tort? Ils ont commis quelqu'un de dire on ne vous peut pas. Donc si c'est sur la base des déclarations qu'on va appréhender les gens, écoutez, je crois qu'il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à craindre. Et ça interpelle chacun autant que bon, et nous sommes. Alors, il insiste que chacun doit se sentir interpellé, car c'est une question de liberté. Il évoque la situation, vous l'avez dit tout à l'heure, des gens exclus qui disent ça ne se passera pas sans moi. Ils veulent quoi? Vous avez donné votre lecture. Lui dit, en le disant, c'est une façon d'exprimer. Il a dit des trucs contradictoires. C'est-à-dire, si vous acceptez de porter votre problème devant l'arbitre, devant le juge, c'est que vous êtes dit en même temps la décision que rendra le juge. Je suis appelé à respecter cette décision-là. Sinon, ce n'est pas logique du tout. Mais quand il dit pas la suite, parce que
J'accepte d'amener le problème devant la justice. On a écrit à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a tranché. Si vous portez plainte devant la Cour, c'est pour pouvoir accepter les décisions que la Cour va rendre. Autant ne pas porter Est-ce que ce n'est pas trop fameux ce que vous dites là? On fait un peu l'allégorie des situations de famille. On va poser le problème devant le chef de famille qui veut trancher. Il tranche, mais on constate qu'il y en a qui ne sont pas contents. Et on les appelle des récalcitrants. On les appelle des gens qui aiment le désordre. Ils acceptent, mais vous ne reconnaissez pas l'autorité du chef de famille. Vous devez reconnaître. Mais il y en a qui boudent quand même. Mais vous boudez, mais pour rester dans la famille, vous serez obligé de revenir à la décision prise par le chef de famille. Sinon, vous êtes en marge. Sinon, vous êtes en marge. Lorsque vous ne respectez pas la décision prise par le chef de famille, qu'est-ce qui se fait? Il y a un nouveau conseil de famille et on vous met à l'écart, on vous met en quarantaine par rapport au problème de la famille. C'est ça. C'est-à-dire que la vie en société nous oblige à respecter les règles fixées par la société. Et je l'ai toujours dit, c'est à cette seule condition que nous pouvons vivre en société. Encore faudrait-il que ces règles soient équitables. Ah oui, les règles ne sont pas équitables du tout pas. Les règles sont équitables nulle part, puisque l'homme est un éternel insatisfait. C'est grave. J'ai dit. Laissez-moi, M. Anagon, développer le concept de règles équitables. On revient vers vous. Je vous donne une image souvent qui m'interpelle. Vous savez, lorsque en Europe, il y a les sans-abri et tout ça, vous savez. Et lorsqu'arrive la période de froid, il y a des volontaires qui sortent pour aller leur demander de venir, de sortir de là et de pouvoir aller au chaud, d'aller s'habiter quelque part. Et il y en a qui refusent et qui résistent. Alors, j'avais des amis sociologues qui ont fait une étude. Et vous savez ce qui ressort? Il y en a qui disent c'est leur manière de protester contre l'injustice sociale. Pourquoi les autres vont en avoir et moi je n'ai rien? C'est leur manière de protester contre l'injustice sociale. D'accord? C'est dit en d'autres termes que la stratification sociale pose que d'autres, en leur côté, trouvent que c'est injuste le fait que l'autre puisse vivre dans ces conditions-là. Donc, c'est pour dire, notre lutte permanente, c'est de faire en sorte que nous puissions un jour rentrer en sorte que chaque homme puisse se sentir satisfait, libre dans la société dans laquelle nous vivons. Et moi, chrétien, je me dis, c'est quand Jésus reviendra sur la terre que nous pourrons avoir ça. Sinon, avant lui, c'est difficile d'obtenir cela. Bref, il y a eu toujours de ségrégation à chaque fois qu'on fixe des règles. À chaque fois qu'on a fixé des règles, c'est qu'il y a toujours eu de ségrégation. Mais on appelle cette ségrégation une ségrégation positive. D'accord? Tous les Béninois ont le droit d'être candidats aux élections présidentielles. Seulement, le législateur, et de tout temps d'ailleurs, a fixé des conditions pour pouvoir être éligible. Si vous n'avez pas ces conditions-là, vous ne serez pas éligible. Vous pouvez trouver ça injuste lorsqu'une décision de justice sort et on vous dit vous êtes inéligible pendant un certain nombre d'années. Mais c'est le juge qui a décidé. Vous pouvez appeler ça injuste, mais c'est les règles que nous nous faisons pour pouvoir rester dans la société. Donc, il faut voir dans cet esprit qui dit personne n'organisera les élections sans nous. Ceux qui ont été recalés par la loi, par la Cour constitutionnelle, que c'est une source de tension. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est une façon de leur prêter d'intention Non, puisqu'ils disent. Et puis vous savez, lorsque vous êtes leader, ce sont des leaders. Lorsque vous êtes des leaders et que vous êtes en train de dire ça, ceux qui n'ont pas la conscience très très élevée dans la foule, vous savez ce qu'ils peuvent faire, vous savez ce qu'ils peuvent préparer, eh bien, c'est par rapport à ce qu'il peut faire, ce qu'il peut préparer. Et comme nous avons vu en d'autres situations, oui, que l'État est obligé de prendre des dispositions, l'État est obligé de prendre des précautions pour pouvoir fermer les crises, pour pouvoir fermer les portes de violence. C'est ce que l'État est en train de faire. Je suppose, je ne suis pas au fond des dossiers, mais moi j'ai entendu des déclarations la semaine dernière, quand il y a eu la conférence, il y a eu la réunion à Porto-Novo. J'ai entendu des déclarations, j'ai écouté, et je vous dis, j'ai eu peur. C'est ça. Pour notre pays. Pour ce que vous avez suivi. Oui, j'ai eu peur pour notre pays. Vous avez peur pour votre pays à partir de cette déclaration. Vous avez peur. Et l'acte repose de l'État maintenant me rassure. Ok. Vous avez eu peur pour le pays au regard d'un certain nombre de faits. Avant d'y revenir, vous avez parlé des règles qui doivent être équitables, mais que vous ne trouvez pas équitables. Non, mais tout à fait.
c'est ce que j'ai évoqué quand, par exemple, j'évoquais la mesure liée au parrainage qui a été introduite donc, dans la Constitution pour dire, avant d'être candidat aujourd'hui, qu'il faut être parrainé. Ça, par exemple, or, dans le même temps, on sait que l'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Et mieux encore, vous avez entendu, la loi constitutionnelle n'a jamais érigé les partis politiques en organes dans le processus de candidature. Hein. Mais les partis politiques ont intimé l'ordre aux élus de la nation, une fois quand ils vont chercher les fiches de parrainage, de venir les déposer, et qu'il leur revient maintenant de leur dire quel candidat, parce qu'on a entendu les déclarations de partis, de partis politiques de la mouvance. Mais dans quel pays sommes-nous? Quand des gens qui sont là, qui sont donnés le luxe de voter des lois, et qui même ils ont du mal à respecter la loi qu'ils ont votée, et que les gens en face, qui n'étaient même pas à la table au moment où vous étiez en train de voter, demandent le minimum, et que vous ne pouvez même pas donner droit à ce minimum, et que maintenant, vous venez et vous trouvez qu'ils font de trop, ou ils disent de trop. Écoutez, M. Ananganou, ça ne peut pas se passer, parce que si ça se passe de cette façon-là, on ne peut plus dire, d'accord, que nous sommes dans un pays démocratique. Notre pays, le Bénin, on ne pourra plus réellement être fier de dire que nous sommes dans un pays démocratique. Et ça fait mal. Donc, quand je disais que les règles doivent être équitables, c'est de voir. Et la Cour constitutionnelle, écoutez, M. Ananganou, c'est le juge constitutionnel qui doit valider, qui l'a fait. Et les gens sont... La Constitution leur permet, les lois de la République leur permettent de se porter devant le juge constitutionnel et de dire nous ne sommes pas d'accord. Ils l'ont fait. Mais une fois qu'ils sont portés devant le juge constitutionnel, la loi ne leur interdit pas de se taire, de ne rien faire. Mais parce que ils sont des acteurs politiques, ils sont des leaders et qui doivent être en relation avec leur base de parler et autres. C'est aussi leur façon de Kayadi, la base de dire, de montrer aux militants que de toute façon, nous devons nous mobiliser et montrer que nous avons la volonté d'aller aux élections en tant que parti politique. Parce que, après tout, quelle est la vocation d'un parti politique? S'ils se sont organisés en parti politique pour aller aux élections, en tout cas, pour animer la vie et politique et nationale, c'est aussi de participer aux élections. Donc, pour moi, je me dis qu'ils sont dans une logique normale de dire que oui, vous ne pouvez pas organiser les élections et sans nous. Parce que le dit, ce n'est pas un crime. Bon, maintenant, je dis que si effectivement, parce que je reconnais à l'État son droit, le devoir, en tout cas, et le droit régalien et de la sûreté, et de faire les choses de façon à ce qu'il y ait la paix à l'intérieur dans le pays, que nous ayons, en tout cas, que les institutions fonctionnent. Je reconnais ce droit à l'État béninois. Donc, pour que l'État, effectivement, les exerce, il faut que, en plus de ce qui est en train de comprendre, qu'il y ait des actes qui sont vraiment réels, qui sont concrets, et que c'est sur la base de ces actes-là. Vous ne trouvez pas des actes qui rassurent, vous? Non, je veux parler des actes de la part des opposants. Est-ce que, à part ce qu'ils disent, est-ce qu'il réellement il y a des actes qui ont été posés? Vous n'avez pas vu. Moi, je n'ai pas vu. C'est ce que la justice décèle. Non, écoutez, la justice, quand on parle de la justice, on a entendu le procureur spécial parler. Et tout ce qu'il a dit, c'est au conditionnel. Oui, bien sûr. Au conditionnel. C'est ce qu'il doit faire. Non, et de toute façon, quand... Il a dit, il semblerait, et moi j'étais tranquille. Il faut, oui. Écoutez, le procureur spécial, quand il sort pour le dire, c'est qu'il n'y a pas de raison, c'est qu'il y a tous les indices, c'est qu'il y a des éléments de preuve, c'est qu'il y a tout au moins des éléments qui l'amènent à dire, à affirmer que tel est en conflit avec la loi. Et lorsqu'il utilise des propos, lorsqu'il utilise des termes, des phrases au conditionnel, je vous en prie, c'est que effectivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne rassure pas. Et c'est ce qui inquiète. Nous sommes en science. Ah oui. Il ne doit pas. Il se trouve qu'il y a un débat fou autour de cette question. Je ne sais pas si c'est vraiment le lieu de revenir là-dessus. On a suivi deux avocats qui sont aussi revenus là-dessus. Les avocats des concédés l'ont martelé plus d'une fois. Et chose ahurissante que vous avez sans doute suivi, il paraît que leurs clients n'avaient pas été d'abord écoutés, confrontés avant cette sortie du procureur. Chose qu'ils ont trouvé un peu malheureux. Vous, politiques, socio-anthropologues, comment vous avez écouté tout ceci? C'est pourquoi je parlais de la charge psychologique
qui a existé autour de la criette jusqu'à l'heure où nous parlons. Et j'ai dit... Avant la charge, les faits. Non, je voudrais... Les faits. Oui, Sur ces faits-là... Oui, non, mais la bataille juridique vient de commencer. L'avocat est monté aussi au créneau pour déconstruire ce que le procureur est venu faire. Et c'est justement comme ça que la justice marche dans notre pays, et on devait en être fiers. Qu'est-ce que je voudrais dire? Lorsque il ne fallait pas prendre pour parole d'évangile ce que le procureur est venu dire. Et la preuve est que ce que l'avocat aussi est venu dire, c'est pour nous dire non, ce que le procureur est venu vous dire, ce n'est pas réellement ce qui s'est passé. Il y a autre chose. Mais ce n'est pas dans la presse qui vont s'affronter. Ils vont s'affronter au prétoire. D'accord? Alors, dans cette démarche, l'avocat, parlant de son client, a sorti un mot. Il dit, dès lors qu'on n'a pas pris la peine d'écouter mon client, chose basique, je pense qu'on doit tout arrêter à cet instant. On ne devrait pas arrêter mon client. Ah, Joël, tant mieux. Tant mieux. Non, mais citoyen que vous êtes. Vous savez, les juristes, qu'est-ce qu'ils attendent souvent? Ils attendent toujours les faux pas de l'autre, de la partie adverse. C'est ce que les juristes font. Ou bien, il y a une partie que tu n'as pas bien maîtrisée par rapport à la loi, eh bien, l'autre va sortir ça pour venir te contrecarrer. Moi, j'aime bien aussi ce débat-là. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on permette que les débats... Je ne suis jamais allé assister à un procès au niveau de la criette, d'accord? Mais, j'ai dit, il faut que les débats soient clairs et que ça se passe très vite, parce que si ça ne passe pas vite et qu'on continue de maintenir des gens en prison, que les autres certains pensent que c'est injustement qu'on le fait, eh bien, ça aussi crée de la tension. Ça va continuer de créer de la tension. Mais si on vide le dossier et que chacun trouve son compte, eh bien, la tension va s'apaiser. Et nous allons vers une période où il faut... Parce que l'objectif que poursuit l'État, qui garantit la sécurité des peuples, c'est que la tension s'apaise, la tension baisse et que nous puissions aller aux élections tranquillement. Ne forçons pas la main à d'autres pour dire, vous devez vous taire et nous irons aux élections. Non, montrez-leur qu'ils sont en erreur. Et comme je l'ai dit, si vous acceptez la responsabilité, l'autorité de la justice, c'est que quand elle décide quelque chose, vous êtes alors appelé à respecter ce que l'autorité de la justice dit. C'est ce que j'ai toujours appelé à faire dans ce pays. Monsieur Nangoda, avant d'évoluer, oui, sur cette question, la sortie de l'avocat du dernier, pas dernier peut-être, de cette figure emblématique du parti Les Démocrates. Comme vous l'avez suivi, est-ce qu'il est aussi dans son bon rôle en tenant les propos qu'il a tenus là? Non, et l'avocat, il est dans son rôle. Et il a expliqué, il a dit beaucoup de choses. Il a dit par exemple que sa cliente n'a pas été encore entendue. Avant cette sortie. Avant la sortie du procureur spécial. Et donc, sur la base... Et que pour mieux, parce que si la dame, elle a été arrêtée, et il paraîtrait que c'est les gens qui ont été interpellés par la police, qui eux-mêmes arrêtés, maintenant qui l'auraient dénoncé qu'elle serait dans un coup. Et donc, il n'y a pas eu de confrontation avec ceux-là. Et déjà, le procureur spécial sort pour dire qu'il semblerait, c'est vrai qu'il y a eu en tout cas l'enquête avec la police républicaine, avec le parquet au niveau de la criette. Mais lorsque il y a une mise en cause et que vous n'avez même pas encore entendu, ce n'est pas normal dans la procédure, dans la normalité de la procédure, de venir en tant que procureur qui poursuit à charge et à décharge, de dire qu'il semblerait que vraisemblablement qu'elle serait dans tel ou tel coup. Donc des propos qui ne rassurent même pas et qui montrent que, à suffisance même que le procureur lui-même, il n'est même pas encore convaincu réellement de ce que la dame serait. Est-ce que sa sortie n'était pas quand même opportune, la sortie non, du procureur? Et mieux, c'est que ce qui s'est passé. Et l'on a constaté qu'avant même la sortie du procureur, il y a eu des soutiens du régime qui ont déjà fait des déclarations similaires aux propos du procureur et de la République. Donc tout cela, l'un mis dans l'autre, ça montre que tout ce qui se fait là, qu'il y a anguille sous roche. Et du coup, ça ne rassure pas le citoyen. Donc, la sortie du procureur, il faut le dire, c'est clair, c'est net, c'est précoce. Maintenant, l'avocat, il est venu pour quand même montrer réellement quel est l'état du dossier. Voilà quelqu'un à qui on reproche, qui plus est une candidate, à qui on reproche des déclarations tendancieuses,
alors qu'on est sur le terrain politique, et elle ne fait que faire des déclarations politiques pour regarder, pour mobiliser pour sa base. Maintenant, on va, je le dis en griffe, on va chercher, ou du moins, on pense qu'il y a eu des situations auxquelles donc, elle serait aimée, donc il faut l'interpeller. Mais je dois rappeler, et monsieur Etongi, parce que ici on parle d'une vague d'arrestations d'opposants. Il n'y a pas que Dame et Madougou, Éric Atmon et Madougou. Il y a aussi des jeunes, n'est-ce pas, du même parti qui, avant elle, ont été arrêtés et mis en prison. Et après ces cas-là, nous avons vu également des gens proches à la dame qui ont été également arrêtés. Mais avant tout ceci, c'est qu'il y a eu un député, il y a eu un parlementaire de la mouvance présidentielle, n'est-ce pas, de la même localité pour que la dame, qui a fait des déclarations insinueuses, qui a fait des déclarations pour dire que la déclaration de tel serait soutenue par une mafia internationale. Et donc, du coup, il y avait déjà des indices qui montraient que, et comme elle-même, la candidate elle-même, elle a dit à plusieurs reprises dans cette déclaration qui montrait que, effectivement, il y a forcément des coups, des choses qui sont donc en train d'être formatées contre ça et personne. Et effectivement, on en est là aujourd'hui. Elle est prise, elle est dans les mains donc, de la justice. On attend réellement la suite par rapport à ce dossier. On attend la suite, il faut garder le calme pour l'essentiel. Mais alors, pour vous, hein, avec un peu de détachement, ça va être un peu difficile. Je comprends votre posture, venant d'une formation qui soutient le régime en place. Mais avec un peu de détachement, est-ce que pour vous, si vous vous mettez dans la peau juste du citoyen, ça ne paraît pas aussi un peu trop, ces arrestations proches presque d'une seule formation? Oui, mais on ne s'intéresse qu'à ceux qui posent des actes. On ne s'intéresse qu'à ceux qui posent des actes. Si, d'un autre côté, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi l'audio qui est passé par rapport à l'intervention de Mme Ekia, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Apportez-vous. À un moment donné... La série d'arrestations, là, ne vous intéresse pas? Non, je voudrais dire que la série d'arrestations, le procureur a certainement eu vent de beaucoup de choses. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la relaxation, non? Donc, l'État peut toujours, sous truc de soupçon, prendre des précautions et après enquête, trouver que ce qui est reproché aux gens n'est pas fondé et par rapport à ça, il faut relaxer les gens. Moi, je voudrais me mettre dans la peau de monsieur tout le monde aujourd'hui pour dire non, ces arrestations-là, je suis sûr, ils seront relaxés parce que ce n'est pas fondé ce qui est en train de passer. Avec ce à quoi on assiste, l'émission tire à sa fin, les Béninois, d'après vous, doivent-ils s'inquiéter? Non, moi je pense que ce qui devait faire que les Béninois doivent s'inquiéter, c'est qu'il y a des coups. S'il y avait des coups ourdis contre le peuple béninois, s'il y a ces coups-là, les Béninois vont s'inquiéter. Mais les Béninois sont en train de payer quelqu'un pour assurer leur sécurité. C'est les gouvernants. Ceux qui tiennent la gouvernail aujourd'hui, ils doivent faire leur travail. Mais, et savoir aussi dans quelles conditions faire ce travail-là, dans l'équité, de savoir que même ceux qui sont pris actuellement, c'est aussi avec leur tasse qu'on est en train de payer la police, qu'on est en train de payer les juges et que c'est toujours pour eux qu'on est en train de faire le travail. Moi, je prie toujours ça je dis toujours ça dans ma vie, que la justice n'est pas de couleur, que la justice n'est pas de tendance, que la justice reste équitable, que la justice soit rendue et que dans le fort intérieur de celui qui a rendu la justice, il puisse se dire, j'ai fait ce que je dois. Et faire comme Kant, advienne que pourra. D'accord? Et c'est à ça que moi je m'en tiens. Parce que ce que je dis souvent, ça peut m'arriver à moi, Joël. À moi, à Nangonjos. Ça peut vous arriver. Ça peut arriver à quelqu'un d'autre. La lutte que nous devons mener dans une société, c'est que ça puisse se passer dans une certaine équité et que nous puissions faire chose là. Merci. Oui, vous concluez en 30 secondes. Non, la situation actuelle aujourd'hui dans le pays, je le dis et je le répète, en tant que citoyens, ça doit nous interpeller. Que nous soyons, en tout cas, citoyens à Port-Nouveau, que nous soyons à Parakou, que nous soyons à Natitingou, à Lokossa, un peu partout, ça doit nous interpeller. C'est du devoir de l'État de veiller à la sûreté, à la sécurité, à la paix dans le pays également. Mais il appartient également à l'État de nous protéger en tant que citoyens. Merci à vous, M. Gildas Agoton. Merci également à vous, M. Georges Anangon, chers téléspectateurs. Merci une fois encore pour la complicité. Fais ce que doit, advienne que pourra. À très bientôt.